Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Et je poursuis cette indispensable lecture sur l'écriture de Charles Bukowski, publiée aux éditions Au Diable Vauvert, qui est un florilège de textes qu'a écrit Bukowski à ses divers correspondants. On y retrouve entre autres Henry Miller, Ferlinghetti, qui est toujours vivant, le fondateur de la City Light Bookstore à San Francisco, et grand propagateur de, de l'invention qu'a promu Timothy Leary. Hein. Alors, c'est un secret bien gardé, visiblement, le fait que Ferlinghetti... mais j'ai déjà commis une vidéo là-dessus, alors je ne vais pas revenir sur mes propres propos. Alors, je pense que la lecture de Bukowski nous est parfaitement nécessaire par ces temps où les censeurs se multiplient. En fait, il n'y aura bientôt plus que des censeurs. Mais avant de vous lire deux ou trois passages, je vais demain continuer la lecture. Je n'ai pas retrouvé le passage que je voulais vous lire sur les écrivains qui ont permis à Bukowski de tenir le coup. Quels sont les auteurs qui nous permettent de tenir le coup? Assurément, pour moi en tout cas, l'écriture de ce livre-là de Bukowski est un extraordinaire viatique pour continuer d'avancer. Pour continuer d'avancer et pour ne pas trop craindre de s'exprimer. Alors, brièvement, je voudrais revenir sur la polémique qui ne cesse pas elle n'enfle plus, mais tel un feu mal éteint, elle continue de propager une sorte de fumée noirâtre qui nous grise pas, mais qui nous fait la grise mine. Alors, je voudrais rappeler un certain nombre de choses sur le métier de libraire ou de bouquiniste. Tenez, voilà, moi, je suis ce qu'on appelle un bouquiniste. Hein? Et si vous faites des recherches, vous allez pouvoir découvrir que, bon, semble-t-il, c'est un mot flamand, Boken. Et on ne s'entend pas aussi, le littré ne s'entend pas exactement sur la naissance de ce mot. Petit bouquin, de peu de valeur. Enfin, il y a toutes sortes de termes qui sont attachés à ça. Mais on s'entend sur une chose, c'est qu'ils étaient des colporteurs ambulants et ils se sont installés sur le bord de la Seine aux alentours du 16e siècle. Il faudra faire des recherches très très exhaustives pour pouvoir montrer à quel moment. Évidemment, ils sont nés à la suite de l'explosion de l'imprimerie, comme vous le savez, inventée par les Chinois, mais redécouverte par Gutenberg. Mais ce qui m'intéresse dans cette chose-là, c'est l'emblème des bouquinistes. J'ai dû faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est un emblème extraordinaire. Alors, je vous lis la description de l'emblème. C'est d'azur, hein, un fond bleu azur, d'azur, parti de gueule à la boîte à bouquins, soutenu de pierre, hein, c'est le pont, au chef d'argent, c'est la dureté, c'est la lumière de l'argent, au lézard convoitant l'épée. Alors, le soleil est nécessaire pour vendre les livres en plein air et le soleil est nécessaire au lézard. Et l'épée, c'était un privilège qui était accordé aux libraires. Et l'épée pour défendre quoi aussi? Ben, premièrement, défendre leur peau et également défendre, non pas la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, là, c'est comme la liberté. Ça se discute pas. Ça se prend et ça s'assume. Si on craint d'ouvrir la bouche, parce qu'on craint les conséquences, eh bien, nous ne sommes pas libres. Alors, juste défendre le concept lui-même de liberté d'expression ne suffit pas. Et, bon, hier, j'évoquais la liberté d'une expression, mais j'évoque aussi le
la nécessité parfois de garder sa pensée pour soi, n'est-ce pas? Et je comprends bien qu'un libraire, par exemple, le rôle du libraire aujourd'hui, le rôle contemporain du libraire aujourd'hui, eh bien, c'est de vendre des livres. Hein? C'est de vendre des livres, et je dirais même, dans un esprit cabotin, c'est de vendre des livres qui se vendent. C'est de ne pas se retrouver avec un inventaire considérable. Et c'est pour ça que l'inventaire de tous les libraires, petite exception pour les bouquinistes, se réduit au minimum. Les nouveautés qui paraissent, qui restent sur les rayons pendant 2 ou 3 mois, qui retournent chez le distributeur pendant quelques années, et un beau matin, l'auteur reçoit une lettre ou un coup de téléphone de son distributeur lui informant qu'il peut racheter les 500 exemplaires restants dans les entrepôts, parce que pour garder des livres dans des entrepôts, ça prend des frais, ça coûte des frais. Et alors là, le malheureux auteur n'a plus qu'une seule alternative, c'est soit remplir son sous-sol de ses ouvrages ou les voir simplement détruits. Alors, il n'y a pas de petit profit, visiblement, et là, on pourrait se dire, si un auteur n'est pas capable de racheter ses propres livres à 1 $, alors pourquoi le lecteur appâté paierait 25 ou 30 $ pour un livre que l'auteur lui-même a écrit, qui n'accepterait même pas de payer pour 1 $. Mais évidemment, vous direz, que de considération. Mais le rappel de l'épée et le rappel du lézard. Bon, dans le cas du lézard qui se réchauffe au soleil, je veux bien, mais il y a une autre, il faudrait aller plus loin que ça dans le cas du lézard, je pense. Le lézard est un animal à sang-froid. Le lézard peut même certains lézards peuvent mettre beaucoup de temps à attendre la proie. Ils peuvent également mettre beaucoup de temps à la digérer, cette dite proie-là. Ceux qui ont eu des boas, par exemple, ce qui est mon cas, j'ai eu un boa à l'adolescence. Et le spectacle était assez fascinant, fascinant et un peu morbide de voir la malheureuse souris finir par être capturée d'un geste vif et étouffée assez rapidement et engloutie dans la gueule du boa constrictor. Je vous passe les détails. Il y a également, et les boa constrictors peuvent avaler des animaux assez gros. Il y a également certains lézards, on leur arrache la queue, elles repoussent. Hein, on croit les capturer, et puis finalement, la queue repousse. Alors le lézard est un animal énigmatique, un animal qui a occupé une place importante dans la mythologie. Alors ce n'est pas que ce simple chose-là de se faire cuire au soleil. Et l'épée, c'est que toute l'histoire de la librairie et de l'imprimerie est traversée par... C'est une histoire sanglante, là. Et jusqu'à tout récemment, dans les pays satellites ou les pays soviétiques, les pays soviétiques et les pays satellites à l'Union soviétique, les libraires, les éditeurs pouvaient être menacés physiquement. Bon, maintenant, ils ne sont plus menacés physiquement, ils sont menacés autrement, par la vindicte des réseaux sociaux. Mais encore là, les réseaux sociaux, là, c'est pas, je veux dire, les gens avant, ils pensaient des choses, là. Mais sauf qu'il n'y avait pas de lieu où ils pouvaient l'exprimer. Ce que je constate, c'est que beaucoup de gens qui s'expriment sur les réseaux, ce qui est mon cas d'ailleurs, ne réalisent pas qu'il y a, qu'il y a un poids des mots, qu'il y a un poids, qu'il y a une parole. Par exemple, hier, sur ma page Facebook, suite à un partage que j'ai fait de l'Oracle, l'Oracle utilise ma page comme... il ne l'utilise pas. Je consens avec lui à ce que ma page soit utilisée pour quelques-unes de ses saillies, de ses mots d'esprit.
avec du troisième degré. Cette chose-là, le deuxième, le troisième degré, semble assez... il faut me faire des mises en garde. Attention, ceci contient du deuxième degré. Alors, je consens donc à ce qu'il me livre quelques-uns de ces aphorismes. Et là, il y a deux fâcheux qui ont débarqué. Euh, un ancien libraire qui m'a morigéné, qui m'a fait la morale. Le même individu, je n'hésite pas, je ne le nommerai pas par élégance pour lui, mais qui est allé écrire sur la page de la sœur de Christian Mistral qu'il n'était pas méchant d'habitude, mais qu'il aurait envie d'aller pisser sur sa tombe. C'est ce qu'on appelle recevoir des condoléances tout à fait appropriées. Eh bien, ce type-là, c'est un ancien libraire. Je ne le savais pas parce que moi, je ne fais jamais de demande d'amitié. Je ne fais jamais de demande d'amitié parce que je suis hyperactif. Alors, je ne veux pas, je ne force pas je ne force pas l'intérêt de personne, autrement dit. Vu mon hyperactivité, je ne recrute pas. Cependant, j'ai plaisir à bloquer les gens, par exemple. J'ai un véritable plaisir. J'en ai pas beaucoup sur ma liste de bloquer. Et je pourrais même vous avouer, il y en a que je n'étais même pas ami avec eux. Je les ai bloqués parce que certaines personnes me disent « Ah, faut que tu ailles lire ça. Il est tellement con, ce type-là. Il écrit tellement des conneries. Faut que tu ailles lire ça. » Ben non. Mon éthique de lecteur... Puis mais comme je suis extrêmement curieux, puis ben, moi aussi, j'aime ça me moquer des cons. J'accepte qu'on accepte de se moquer de moi, quoi. Des fois, je résiste pas à la tentation d'aller voir. Mais à la fin, c'est pas ma conception de la lecture. Mais ça, je vais y revenir sur comment le rapport aux réseaux sociaux transforme l'écriture. Est-ce que je vais vous parler de Bukowski, ou je vais remettre ça demain, ou je vais peut-être juste vous lire une petite lettre à Bukowski. Donc, cette histoire-là sanglante, là, parce que là, ces libraires, là, bon, il a fallu qu'ils retirent la liste du premier ministre François Legault, ils l'ont remis, puis là, on se dit, qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux, en Russie soviétique? Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient appartenu au clergé pendant la Révolution française? Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été sous la France occupée? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Quand tu risques vraiment ta vie et celle de tes proches pour défendre une certaine conception de la liberté qui, elle, se défend en soi, hein, qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Il est question de liberté ici. Eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait? Évidemment, avoir le nombre de commentateurs plutôt frileux, ouf. J'espère que, en tout cas, je craindrais pour ma propre sécurité si j'avais à combattre avec eux. Courage est une vertu cardinale centrale. On ne peut pas vivre sans courage. Alors, on peut s'arranger de toutes sortes de manières, mais le courage est indispensable pour affronter l'existence, pour affronter les aléas, les difficultés de l'existence, qui sont le lot de tout un chacun. Alors hier, pour vous dire, j'ai eu plaisir, il y en a un, je l'ai invité pour revenir à ces deux fâcheux-là, il ne s'est pas manifesté, hein, débarque sur le mur de quelqu'un sans y être invité, discourtois, et puis après ça, j'ai réalisé que ce type-là est un ancien libraire. Je n'en dirai pas davantage, je ne souhaite pas qu'il soit reconnu, mais j'ai été ravi de le bloquer. Ça aussi, ça fait partie du... parce que, évidemment, ça, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce que je voulais vous dire un certain nombre de choses. Et puis, j'ai quand même pris des notes, n'est-ce pas? Vu mon esprit folâtre et un vagabond, il me faut parfois resserrer, surtout parler tout seul devant sa webcam. C'est une expérience assez troublante, mais là, maintenant, de plus en plus de gens le font. Mais il y en a qui savent qu'il y a des étudiants derrière. Moi, j'ai une poignée d'auditeurs que je remercie de m'écouter. Et voilà. Je les remercie. Je demeure étonné malgré ma présence sur YouTube. Ça va faire 9 ans. Après-demain. Après-demain, ça va faire 9 ans. J'ai commis 1500 vidéos. J'ai dû parler d'au moins 800 auteurs. Comme libraire, je ne dis pas tout ce que je pense des auteurs qui sont publiés. Parce que ça, c'est une autre hérésie que je pense qui est assez intolérable pour beaucoup de gens. Qu'un libraire défende la liberté d'expression, je trouve que ce rôle-là est abusif.
nous sommes des vendeurs de livres. On offre des livres aux gens qui fréquentent notre échoppe. Et si on a assez de sensibilité et assez d'expérience, on peut deviner, pressentir. Et puis de toute façon, les vrais fous de livres ont toujours plus de livres dans leur maison qu'ils peuvent en lire. On ne va pas s'étonner de ça. De même que les gens qui aiment beaucoup, beaucoup l'argent, en règle générale, ont plus d'argent dans leur compte de banque qu'ils ne pourront jamais en dépenser dans une existence, ou les amateurs de vin ont plus de grands crus dans leur cave qu'ils ne pourront jamais les écluser. Mais personne ne semble trop s'étonner de ça. Mais dans le cas des livres, ça semble poser problème. Alors forcément, moi, je vends des livres à des gens qui en ont déjà beaucoup. Et qu'on pourrait dire même qui en ont déjà trop. Mais avons-nous trop d'amour? Avons-nous trop de soleil, nous les lézards? Avons-nous trop de joie de vivre? Avons-nous trop de provisions pour continuer à se battre dans l'existence? Assurément pas. Alors donc, cette affaire-là d'écriture sur les réseaux, modifie évidemment... Ah oui, j'avais oublié. Je vais vous dire donc, il y a des auteurs que j'ai lus, en fait, que j'ai parcouru vitement, en comprenant très rapidement qu'ils n'étaient pas faits, que ça ne marcherait pas entre eux et moi, qu'il y avait quelque chose d'épidermique, là, quelque chose de physique. Là. Puis on ne parle pas de la page couverture ou de la quatrième de couverture ou de la tronche de l'auteur, hein, dans le cas de ce bon Hank. Si on s'était arrêté à la bouille qu'il a, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait ouvert bien longtemps. Je vais conclure sur la nécessité, après ça, de s'entourer d'auteurs qui nous permettent de tenir le coup. Alors, donc, un libraire qui lit, déjà, c'est presque une hérésie. Un libraire qui pense quelque chose des livres, des auteurs, c'est vraiment abominable. Et là-dessus, je me suis réservé le droit de garder ma pensée pour moi. Alors, il ne s'agit pas juste d'user de son droit à la liberté d'expression. Il s'agit également de cette capacité à se taire et à cette capacité de garder pour soi ses réflexions. Alors, visiblement, avoir le nombre de commentateurs qui sévissent sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, les réseaux électroniques, évidemment, beaucoup ne semblent pas comprendre la nécessité, très souvent, de garder les choses pour soi. Ah. Mais peut-être que aussi, dans mon cas, moi, j'interviens jamais sur la page des autres. Jamais. Parfois, je mets un petit j'aime, des fois un j'adore, ça c'est l'expression extatique de mon contentement. Mais parfois, oui, je vais peut-être souligner que oui, j'ai aimé le truc. J'ai parfois à lire des choses qui me déplaisent. Alors, ce que je fais, ou des gens, je ne souhaite pas ni les retirer de ma liste de contacts, ni entrer en confrontation avec eux, parce que ce qu'ils me proposent à lire, me convient pas, je les dénotifie simplement. On reste bons amis, mais j'évite de les lire, j'évite de subir leur prose. Alors, c'est pas méchant tout ça, mais c'est que cette affaire-là d'écriture sur les réseaux, évidemment, ça modifie tout le rapport à l'écriture classique et tout le rapport à la lecture traditionnelle. Je veux dire, maintenant, c'est incroyable. On n'a jamais autant lu, on n'a jamais autant écrit, on n'a jamais autant publié. Moi, je ne me désole pas de ça. Mais il faut que personnellement, on puisse se doter de règles, d'une éthique ou plutôt d'une diététique qui conviennent à notre esprit et à notre estomac. Donc, on ne va pas se gaver de choses, même si parfois la curiosité d'aller rigoler en douce sur tel auteur. Et c'est là aussi où je vais reprendre à mon compte la terminologie de Gilles Bonnet dans son ouvrage pour une éthique numérique. Il parle
d'écran 20, non plus écrivain. Si vous avez compris que c'est une contraction entre le mot écran et le mot écrivain, les écrans 20. Je dirais que cette définition-là me convient plutôt assez, tout en reconnaissant la noblesse du papier, vous vous en doutez bien, mais ça me convient assez, d'autant plus que j'aime cette écriture dans le vif, dans l'écriture nerveuse, et j'aime immédiatement la partager. J'aime son immédiateté, et j'aime ce qu'elle provoque aussi dans mon esprit. Parfois, plutôt rarement, je vous dirais, je juge assez satisfaisant le résultat. Peut-être me gardant en réserve la possibilité que tout cela un jour se transforme en livre, qui sait. Mais est-ce que par avance je ferais un deal avec le distributeur, lui dire que je suis déjà prêt à acheter à 1$ pièce, je peux inscrire ça dans le contrat avec l'éditeur, que par avance je m'engage à racheter les 500 exemplaires invendus, invendables, qui, qui, euh, qui occupent de l'espace dans l'entrepôt. Alors, ça aussi, quand on a passé presque 30 ans derrière son comptoir, avoir des... Je pense que j'ai dû voir... Je dois m'approcher du million de titres qui me sont passés entre les mains. Si on est encore capable d'écrire, c'est qu'on a vraiment l'estomac solide. Alors donc, je serais en quelque sorte un écran 20. Et quoique je juge à l'oreille, ça sonne un peu... je ne suis pas sûr que la formule soit si heureuse, mais disons pour l'instant, on va s'en contenter. Donc, un écran 20. Alors, ce qui se passe aussi dans cet univers des réseaux où les écrans 20 pullulent et se multiplient, dont je suis, c'est que le lecteur s'invite aussi. Alors, comme parfois j'en fais la malheureuse expérience où je me suis retrouvé hier avec 2 lecteurs furieux. Les 2 ont visiblement pas vu les guillemets, mais sont des lecteurs sans doute empressés. Ils n'ont pas vu les guillemets comme quoi ce n'était pas une citation mienne. Mais comme je consens à ce que les saillies de l'oracle se retrouvent sur mon propre réseau, alors j'assume parfaitement le truc. D'ailleurs, je ne me suis pas défendu en disant « Ah, ce n'est pas de moi ». Non, ce n'est pas de moi, mais l'espace offert est le mien et je suis ravi de partager les commentaires de l'oracle qui sont toujours à la fois bien écrits, condition première, et drôles aussi. Ah ça, l'humour intellectuel semble être une... en fait, peut-être que le festival Juste pour rire a complètement détruit tous les esprits, mais il semble bien que l'humour intellectuel soit assez peu partagé. Hein? Et même chez des gens qui ont des maîtrises et doctorats, on se dit, ben, ils n'ont pas bien lu, là, ils n'ont pas bien compris, mais l'enfermement idéologique est tel. Il faudrait leur arracher les lunettes, il faudrait une expérience de vie réelle, mais quand tu n'as jamais quitté le monde scolaire, c'est difficile de... Et puis, quand tu quittes le monde scolaire, parce que ça, c'est l'autre affaire, la vie intellectuelle, communautaire, n'est-ce pas? Parce qu'une vie intellectuelle en solitaire, c'est assez terrible aussi, mais une vie intellectuelle communautaire, hors des institutions établies, c'est de plus en plus impossible, ce qui est sinon presque impossible. Mais ce qui devient étonnant, c'est que même au sein d'institutions établies, elles semblent de plus en plus difficiles. Hein? Les collègues ne se côtoient pas. Les collègues universitaires, ils ne se lisent pas entre eux. Ouais, ils peuvent admirer les grands auteurs, Thomas Bernard, Kafka. Bon, ça c'est entendu, de plein pied avec les plus grands. Mais le collègue à qui on ne la fait pas, ça c'est autre chose. Alors donc, ce qui se passe sur les réseaux, donc, c'est que les lecteurs s'invitent. Et ça, c'est surprenant. Mais l'écran 20 voit les lecteurs s'inviter sur sa page, mais
l'écran 20 est quand même souverain. Donc, il peut chasser le lecteur. Alors ça aussi, c'est une grande nouveauté, c'est qu'on peut se débarrasser des lecteurs fâcheux, inconvenants, et j'allais dire qui nous admirent pas assez. Parce que ça, c'est l'autre histoire. Hein? Parce qu'on écrit, pourquoi ou juste. Alors donc, pour conclure avec cette affaire-là d'écran 20, moi je suis donc un lecteur classique. Ça veut dire j'interviens peu et je lis. Mais il y en a que je lis, il faudrait que je dise aussi, il y en a que je lis tous les jours hein, et que je prends plaisir à lire. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, comme même moi je ne suis pas toujours d'accord avec moi, avec le recul. Puis des fois le recul est assez court. Eh bien, je leur accorde, je me suis accordé le droit depuis longtemps d'errer. Eh bien, évidemment, c'est un droit que. C'est un droit, peut-être c'est un devoir même d'errer. Hein? Si on veut faire des découvertes, si on veut découvrir quelque chose, peut-être il faut vagabonder. Alors forcément, ce droit-là d'errer, ben, il est tout naturellement accordé aux écrans 20. Quant aux écrivains à proprement parler, je pense qu'ils ont assez de difficultés aussi à accepter cette nouvelle réalité, qui est une réalité majeure, importante. Alors, mais je ne vous quitterai pas aujourd'hui sans vous lire un ou deux passages quand même. Chose due, chose promise. Mais je voulais vous parler de Céline. Je n'ai pas encore retrouvé le passage, mais ouais, je vais vous lire deux lettres. Je vais vous lire deux lettres pour conclure. À William Packard, 13 octobre 1972. Cette forme d'écriture, la poésie, mieux vaut la pratiquer avec modération. Je suis content de pouvoir picoler, m'embrouiller avec des femmes et travailler un peu en prose, histoire de faire redescendre la pression. Parfois, je tombe sur ces interviews d'écrivains qui parlent de leur méthode de travail et j'ai l'impression que ces gens poncent des meubles. Je suppose que c'est la conséquence d'avoir trop étudié et trop peu vécu. Hemingway a mené la grande vie, mais il s'est aussi retrouvé pris au piège de son savoir-faire et au bout d'un moment, son savoir-faire s'est transformé en cage et l'a tué. Je suppose que le seul moyen de s'en sortir est de ne pas trop réfléchir. Avancer à l'instinct. C'est comme ces galeries de miroirs où on se paumait dans les foires quand on était gamin. C'est assez facile de s'y perdre, de tout perdre. Et je ne dis pas que je suis au-dessus de tout ça. Loin de là. Trinquons à la chance en espérant que les dames aiment encore nos âmes ridées et nos cuisses desséchées. Oh, comme c'est poétique. Merde. Plus de poèmes 6 juin. J'essaie de constituer une réserve et je ferai sauter le monde avec mes poèmes. Ouais. À David Evanier, fin 1972. J'ai jamais été plus fasciné que ça par l'écriture, la création. Je veux dire, ce que les autres gars ont fait. Ça me semblait assez maigre et prétentieux. Ça me semble toujours le cas. J'ai continué à écrire, non parce que je me trouvais bon, mais parce que les autres me paraissaient si mauvais, y compris Shakespeare, tous ces gars. Le formalisme guindé, comme l'impression de mâcher du carton. J'étais un peu paumé quand j'avais 16, 17, 18 ans. Alors je suis allé à la bibliothèque et il n'y avait rien à lire. J'ai parcouru tous les rayons, tous les livres. Ensuite, je suis retourné dans la rue et j'ai vu le premier visage, les immeubles, les bagnoles. Tout ce qui avait été dit dans les livres n'avait rien à voir avec ce qui se trouvait sous mes yeux. C'était une imitation, une farce. Personne pour me venir en aide. Hegel, Kant, un branleur du nom d'André Gide. Des noms, et des baudruches. Keats. Quel sac à merde. Rien à sauver. J'ai commencé à voir quelque chose en Sherwood Anderson. Il a failli me montrer la voie. Il était stupide et maladroit, mais il te laissait combler les vides. Impardonnable.
Faulkner était aussi bidon qu'un tas de cire. Hemingway a démarré très fort, puis il a commencé à tripoter la nouille et s'est transformé en cette grosse machine qui te pétait à la gueule. Céline a écrit un livre immortel qui m'a fait rire pendant des jours et des nuits. Voyage. Ensuite, il a viré vieille mémère en colère. Saroyan, lui, comme Hem, savait l'importance de la racine et du mot clair. Le vers naturel et facile. Mais connaissant le vers, gamin, Saroyan mentait. Il disait « Magnifique, magnifique !» Et ce n'était pas magnifique. Je voulais entendre ce que c'était, toutes ces angoisses à la con, les soucis, la folie. Je m'en battais les reins des grands discours. Je ne trouvais rien de semblable à ce que j'éprouvais. J'ai baisé et picolé. J'ai pété des câbles dans les bars, fracassé des vitres, me suis fait tabasser et vécu. Je ne savais pas trop quoi. Je cherche toujours à comprendre. Je n'ai pas encore trouvé les mots justes. Je les aurai peut-être jamais. Je suis même amoureux de mon ignorance. J'aime ma bedaine d'ignorance barbouillée de beurre. Je me lèche l'âme avec la langue de ma machine à écrire. Je veux pas uniquement de l'art, je veux du divertissement. D'abord, je veux oublier, je veux un vrombissement, des cris parmi les lustres étourdis par le vin. Je veux. Enfin, si on peut intervenir, si on peut faire intervenir l'art après qu'on ait suscité l'intérêt, bien. Mais évitons de verser dans le sacré, tralala, 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 tralala. Ouais, c'est... Alors, je vais vous retrouver. Demain, je vais poursuivre, donc, la lecture de Bukowski. On en a terriblement besoin. Moi, le premier livre de Bukowski que j'ai lu, c'était Le Postier, publié aux Humanoïdes associés, si ma mémoire est bonne, en 1979. Et je l'ai lu parce que il y avait un reste d'amateur en moi de BD, parce que je lis plus de BD depuis la préadolescence, depuis 12 ans, à peu près depuis l'âge de 12 ans, disons. Mais j'ai tout lu en BD. Hein. Tout le catalogue Dupuis, Lombard, Casterman, toute la production européenne de 1950 à 1973-74, ben, je me la suis tartinée. Alors, je vais raconter ça, mais c'est pas vraiment d'intérêt. Mais c'est par les humanoïdes associés, donc, que j'avais lu mon premier Bukowski. Et à 17-18 ans, la figure du grand écrivain, hein, du grand auteur, ben, pour moi, Bukowski, d'abord, j'avais déjà lu Sartre, j'avais déjà lu Camus, j'avais déjà lu Dostoïevski. Ça, c'était des grands auteurs. J'avais lu Céline aussi. Ça, c'était des grands auteurs. Mais Bukowski, un ivrogne, un trubillon, un espèce de fou furieux, fini. Et pour moi, c'était pas un écrivain sérieux. Ben, je peux vous dire, mais j'ai continué à le lire, j'ai pris plaisir à lire ses poèmes. Et je m'aperçois aujourd'hui, 40 ans plus tard, ben à quel point il m'a marqué ce sacré Hank. À quel point il m'est nécessaire aujourd'hui. Là, quand je vois tout ça, tout ce qui se passe, là, les donneurs de leçons, les pleureuses, les idologues en tout genre, ceux qui défendent la liberté d'expression, je pense que avoir quelque chose à dire, avoir le courage de le dire, accepter que ça déplaise, accepter qu'il y en a qui s'en calissent, qui s'en foutent comme de l'an 40, qui s'en foutent royalement de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut penser, puis ils ont peut-être même raison. Eh bien ça, je pense, c'est la voie souveraine de la liberté. Et ça, c'est liberté et courage. Et après, si on veut défendre des trucs comme des concepts, à mon avis, vides comme celui de la liberté d'expression, et de faire des libraires des héros de la liberté d'expression. Héros, A-U-L-T-S. Ouais, je trouve que c'est leur mettre, en tout cas, c'est leur mettre sur leurs épaules
une bien grande charge, une bien grande obligation, une bien grande croix sur laquelle il pourrait s'écraser les pauvres. Il ne faut quand même pas trop exagérer, là. Hein? Je veux dire, ouais, là, je pense que je vais mettre fin à la vidéo parce que j'entends Fabienne qui cherche du Yvon Deschamps. Alors oui, Bukowski pour tenir le coup. Je vais vous retrouver le passage demain, on va continuer avec Bukowski demain, où il dit les écrivains qui lui ont permis de résister. Mais assurément, je nous invite, nous les réfractaires, nous les esprits rigolards, nous ceux qui rions sous cap, nous qui nous amusons de toutes ces vierges offensées, de tous ces donneurs de leçons, de tous ces gens qui se piquent des plus hautes vertus, eh bien, Bock nous est nécessaire. Allez, merci, bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures microscopiques, minuscules de votre libraire.